Infidélité, tromperie, aujourd'hui on va parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'aborder et dont on ne parle jamais assez honnêtement. Est-ce qu'un couple peut vraiment survivre à ça et est-ce qu'on peut vraiment se reconstruire? Ou est-ce qu'il vaut mieux partir? Ce sont les questions qu'on va explorer aujourd'hui et la réponse n'est pas celle que vous pensez. La première chose à comprendre, c'est que l'infidélité détruit vraiment. On dit toujours elle détruit la confiance, c'est vrai, mais c'est incomplet. Ce qu'elle détruit surtout, c'est le récit partagé du couple. Cette histoire que vous vous racontiez sur vous deux. C'est ce que vous étiez l'un pour l'autre, sur la solidité de ce que vous aviez construit. Quand la trahison est découverte, ce récit s'effondre. Les souvenirs deviennent suspects. Était-ce réel? M'aimait-il vraiment? Ai-je été naïve tout ce temps? Et c'est pour ça que reconstruire un couple, après une infidélité, c'est d'abord construire un nouveau récit. Pas nier l'ancien, en écrire un autre. Un qui intègre ce qui s'est passé, sans en faire le seul sujet. La première phase, c'est la crise. Elle dure en général de 0 à 6 mois. C'est la phase du choc, de la douleur brute, des questions qui reviennent en boucle. Qui était-ce? Depuis combien de temps? Est-ce que tu l'aimais? Et ces questions, même posées 100 fois, ne trouvent jamais une réponse qui suffit. C'est normal, c'est neurologique. Le cerveau de la personne trahie est en état de stress post-traumatique. Les ruminations sont involontaires. Les images intrusives surgissent sans prévenir. Ce qui aide dans cette phase, ne pas se fixer de délai pour aller mieux. Et surtout, ne prendre aucune décision définitive dans les premières semaines. Ni je pars, ni on reste comme avant. Ces deux décisions prises dans l'état de choc sont rarement les bonnes. Ce qui aggrave en revanche, les révélations au compte-gouttes. Si la décision est de tout dire, il faut tout dire une seule fois. Chaque nouvelle révélation remet le compteur de la crise à 0. La deuxième phase, c'est la plus difficile, c'est la compréhension. Pas pour excuser, je veux être clair là-dessus. Comprendre pourquoi quelque chose s'est passé ne diminue pas la responsabilité de la personne qui a trompé. Mais ça change la nature du travail. Les infidélités ne naissent pas dans le vide, elles naissent dans un contexte. Une distance émotionnelle installée depuis longtemps, un besoin non dit, une solitude dans le couple, une crise personnelle non traversée ensemble. Et parfois c'est plus compliqué. Quelque chose d'insatisfait dans la relation depuis des années. Cette phase demande du courage, des deux côtés. Du côté de la personne qui a trompé, regarder honnêtement ce qui s'est passé, sans se défausser sur le contexte. Du côté de la personne trahie, c'est accepter d'écouter, même si c'est douloureux. C'est pour ça que dans cette phase, la thérapie de couple devient presque indispensable. Pas pour décider si le couple continue, mais pour créer un espace assez sécurisé pour que les deux puissent dire ce qui n'avait pas encore été dit. La troisième phase, c'est la décision. Et cette décision doit être libre, pas dictée par la peur, de la solitude, pas par la culpabilité, pas pour les enfants ou les finances. Rester par peur, ce n'est pas reconstruire, ça enterre le couple lentement. Mais partir par principe, je ne pardonne jamais ce genre de choses. Sans avoir vraiment regardé ce qui était encore possible, ça aussi ça peut être une erreur. La vraie question n'est pas « est-ce que je pardonne vraiment ?» La vraie question, c'est Esther Perel qui la pose le mieux. La première relation se termine, est-ce que vous voulez en commencer une deuxième avec la même personne? Cette deuxième relation ne ressemble pas à la première. Elle est plus consciente, plus honnête. Elle a intégré la blessure, sans en faire son unique sujet. Maintenant, je veux parler du pardon, parce que ce mot génère soit une pression insupportable, soit un rejet catégorique. Le pardon, ce n'est pas oublier, dire que c'était acceptable, faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Le pardon, c'est la décision personnelle de ne plus se laisser emprisonner par la blessure. C'est un processus, pas un événement. C'est quelque chose qu'on fait pour soi, pas pour l'autre. Et la recherche de Worthington, spécialiste de la psychologie du pardon, montre quelque chose d'important. Le pardon a des effets mesurables sur la santé de la personne qui pardonne. La rumination prolongée liée à la non-résolution d'une trahison est corrélée à des niveaux élevés de cortisol, de dépression, d'anxiété chronique. Pardonner dans ce sens, c'est d'abord prendre soin de soi. Alors, comment savoir si la reconstruction est possible? Du côté de la personne qui a trompé, elle prend pleinement responsabilité, sans minimiser. Elle accepte les questions, même répétées 100 fois. Elle est prête à couper tout contact avec l'autre personne. Elle comprend que la reconstruction prendra du temps. Du côté de la personne trahie, elle veut comprendre, pas seulement punir. Elle est prête à envisager un jour que la relation puisse être différente. Elle accepte d'être accompagnée. Pour les deux, il y avait quelque chose de réel avant, et l'envie que quelque chose de réel existe après.
Une infidélité ne définit pas la fin d'un couple, elle définit une crise. Et comme toutes les crises, elle peut détruire ou ouvrir vers quelque chose de plus vrai. J'ai écrit un article complet sur ce sujet, sur mon journal. Le lien est en bio, alors n'hésitez pas à aller le lire. Si vous traversez ça de l'un ou l'autre côté et que vous voulez être accompagné, je reçois en cabinet ou en téléconsultation. Et si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez, partagez. Ces sujets-là, on n'ose pas toujours les chercher et peut-être que quelqu'un autour de vous en a besoin. Alors à très vite dans le petit cul.